Les salles de vente n'ont probablement jamais aussi bien fonctionné que durant la période de l'occupation. C'est un pillage qui va prendre une forme légale, qui va être déguisé. Il y avait beaucoup de nazis dans la salle. Certains des tableaux, par exemple, ont abouti chez Göring. Et soudainement, Adriana apprend que 3 tableaux sont accrochés au Louvre. Et c'est un jour, elle me dit, ces salauds du Louvre ont 3 tableaux à nous et ne veulent pas nous les rendre. Là, on est dans une bataille. Et on ne fait pas le poids à côté du Louvre. C'est un vol exceptionnel et c'est surtout une histoire dans la grande histoire. La Seconde Guerre mondiale, la France occupée, la collaboration. Mais ce que l'on sait moins, c'est à quel point cette période a marqué durablement le monde de l'art. Les nazis y ont opéré le plus grand pillage artistique jamais accompli. Incomparable par son ampleur, sa violence et sa planification. À côté de leur politique d'extermination, ils ont conduit une opération de spoliation de masse menée avec la complicité d'une partie du milieu artistique de l'époque. Galeries, marchands, salles de vente. Un passé qui ne passe pas. Aujourd'hui encore, de nombreuses œuvres restent orphelines, sans famille. Hitler a la volonté de mettre en exergue la vie culturelle. On le sait, sa formation a été réalisée en tant qu'étudiant qui souhaitait rentrer à l'école des beaux-arts. Par 2 fois, il est refusé à Vienne et il va en garder bien évidemment une rancune, mais il va aussi souhaiter mettre en place des critères esthétiques très importants. Il avait le dessein d'obtenir un des plus grands musées en Europe à Linz, en Autriche, et il souhaitait rassembler les plus grands chefs-d'œuvre de l'art européen à Linz. Il s'agit en effet de construire un bâtiment palatial et d'y accumuler toutes les preuves de la puissance allemande, en mettant à la fois au cœur du projet l'art allemand d'une part et le néoclassicisme qui est le style officiel que Hitler entend imposer à l'ensemble de la création dans le Reich. À ce titre, il va faire écumer par des intermédiaires le marché de l'art à la fois à Paris, mais également en Belgique et aux Pays-Bas. Les salles de vente, c'est-à-dire dans cette période-là, essentiellement Drouot, l'hôtel Drouot à Paris, n'ont probablement jamais aussi bien fonctionné que durant la période de l'occupation. Un afflux de marchandises va être déversé rue Drouot parce que les familles juives sont obligées de se délester des œuvres qu'elles ont en leur possession. C'est le cas de ventes que l'on considère comme forcées, c'est-à-dire de personnes privées qui ne souhaitaient pas se dessaisir de telle ou telle œuvre de leur collection, mais c'est un cas facilement envisageable, ont eu besoin de manière très soudaine d'argent pour, par exemple, essayer de s'enfuir.
destination de ces œuvres, eh bien, on en entrevoit absolument plusieurs. Soit elles vont rejoindre les collections des grands dignitaires nazis. On sait très bien que Göring était un grand féru d'art et qu'à ce titre, il a, dans sa maison de campagne à Caring Hall, organisé une des plus grandes collections d'œuvres d'art. La collection Göring, ce sont des centaines et des centaines d'œuvres. Et d'ailleurs, quand on dit des œuvres, il ne faut pas penser exclusivement des tableaux. Il y a des sculptures, il y a des meubles, il y a des objets décoratifs, il y a des tapisseries, enfin, il y a tout ce que l'on peut saisir. Göring a un fonds quasiment illimité pour pouvoir acheter. Ce qui lui permet d'envoyer des émissaires qui sont nombreux, pas très nombreux, qu'on connaît bien, qu'on a bien décrit aujourd'hui, et qui vont se présenter de façon très propre sur eux, je dirais, qui vont aller dans les salles de vente. L'idée, c'est que les galeristes ou les marchands et les propriétaires ont l'impression de ne pas vendre directement à Hitler ou à Göring, même s'ils savent très bien où l'œuvre va arriver. Ça participe d'une volonté de s'approprier une grande partie du patrimoine artistique français, quelle que soit la façon et quelle que soit la méthode utilisée, par la force, par la contrainte, ou bien en achetant dans les ventes aux enchères et en donnant une apparence légale à ces achats. Les premiers visés étaient généralement soit des marchands, soit des collectionneurs qui étaient extrêmement célèbres. La collection Gentilly se trouve exactement dans ce cas de figure. Elle appartenait évidemment aux cibles potentielles. Federico Gentilly di Giuseppe était on pourrait dire presque un magnat italien, qui a vécu en Italie jusque dans les années 20, qui était très copain avec Mussolini. Mais Mussolini l'a plus ou moins expatrié et l'a envoyé en France avec un rôle honorifique. Il était représentant du ministère des Finances italien en France. Il a un appartement de 400 mètres carrés avenue Foch et il vient d'une famille de toute façon très amateur d'art. Son frère est directeur des Beaux-Arts à Rome, et quand il arrive en France, il collectionne. Les marchands d'art disaient en rigolant, ça, on me l'a rapporté, que chaque matin, Gentilly partait acheter un tableau et tous les marchands étaient prêts à l'accueillir. Et chaque jour, il achetait un tableau. Alors, on peut dire que c'était un acheteur compulsif, en quelque sorte. Tout ça représente un ensemble de plusieurs centaines de tableaux, dessins et gravures. Et parmi les tableaux de maîtres anciens, essentiellement italiens entre 16e et 18e, il y a des choses très importantes. Et donc c'est une collection qui est assez connue. La collection de Gentilly était d'une richesse incroyable, avec quelques pièces vraiment exceptionnelles, comme certaines peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles. On trouve aussi des aquarelles, des sculptures, des gravures, des miniatures, des dessins anciens signés de Boucher, Greuze ou Fragonard. Mais les plus belles œuvres de la collection Gentilly étaient certainement des peintures des primitifs italiens et de peintres de la Renaissance. Quelques œuvres notamment de Tiepolo, de l'école du Titien et de celle de Véronèse. Cette collection était d'une telle splendeur et d'un tel prestige qu'elle ne pouvait que susciter la convoitise, surtout en des temps aussi troubles. Mon grand-père décède en avril 40, j'avais 3 ans. À ce moment-là, il a 2 enfants, Marcello et Adriana. Et c'est le moment où les Allemands gagnent du terrain et
tant Adriana que Marcello sont tout à fait informés du risque en tant que juifs qu'ils courent à rester à Paris. Donc on est parti en voiture avant qu'il y ait l'exode, avec 15 jours d'avance, et on a finalement pris, je crois, le dernier chalutier pour Londres à partir de Bordeaux. Federico est mort en avril et eux partent fin avril, début mai. Donc ils n'ont eu absolument aucun moyen de régler la succession de leur père. On arrive à Southampton et de là à Londres. Et de là, je pense, dans les 15 jours, on repart en bateau pour le Canada. Le Canada avait un programme pour les réfugiés juifs et on a donc été accueillis au Canada. Ils sont restés à Montréal pendant un certain temps et puis ils s'installent à Boston. Et là, ils refont une vie. Pendant leur absence, le notaire en charge de la succession, Maître Revel, décide de faire nommer un administrateur provisoire qui va pouvoir gérer à la place des enfants la succession de leur père. Alors, pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, le notaire va trouver un créancier. Naturellement, Federico Gentili di Giuseppe meurt en avril 40, il a des employés, et à partir d'avril 40, personne n'est là pour payer les employés. Et là, Maître Revel va trouver un créancier, un des employés de Federico, qui demande à être payé. Mais encore une fois, la succession est largement bénéficiaire. C'est une succession qui est évaluée à environ 40 millions de francs. Et le créancier demande le règlement d'une créance d'environ 80 000 francs. Il ne fait aucun doute que la succession est capable de payer les dettes, mais en l'absence des enfants, il faut que quelqu'un puisse prendre les décisions. Auguste Moulin est donc désigné par le tribunal civil de la Seine en tant qu'administrateur provisoire à la succession de Federico Gentili. Et l'administrateur, pour faire plaisir, je pense aux nazis, décide de vendre l'intégralité des tableaux de la collection Gentili. On est vraiment dans une vente d'apparence légale. Il y a la publication d'un catalogue. Toutes les conditions sont réunies pour appeler les marchands à venir assister à cette vente aux enchères. Il y avait beaucoup de nazis dans la salle et beaucoup de tableaux ont été achetés par des prête-noms, pas par les nazis eux-mêmes qui ne voulaient pas encore se montrer. Peu de temps après, certains des tableaux, par exemple, ont abouti chez Göring. Les œuvres de la collection Gentili qui vont être achetées à Drouot correspondent bien évidemment aux critères esthétiques des nazis. C'est bien sûr des œuvres des grands maîtres italiens et donc c'est véritablement dans le goût. Dans le catalogue, il y avait un tableau très important de Tiepolo qui était marqué « attribué à », alors que c'est un Tiepolo authentique. Donc ça, c'était une façon de permettre aux Allemands ou alors aux gens qui travaillaient pour eux de l'acheter à bas prix. C'est une vente d'apparence légale qui, par la suite, a permis aux objets de circuler et de se retrouver entre les mains de dignitaires nazis. C'est un pillage qui va prendre une forme légale, qui va être déguisé. Vous savez que les nazis auront toujours la volonté très marquée de donner une apparence légale aux choses, même si l'on est dans une situation de pillage ou bien encore une situation de spoliation.
Revenant d'exil, les chefs-d'œuvre de nos musées, empruntant les routes nationales, ont contraint les PTT à prendre des mesures spéciales imposées par le volume des chargements. Il s'agit là du retour au bercail, c'est-à-dire au Louvre, de certaines toiles mises à l'abri en province pendant la guerre. Et le radeau de la Méduse, par exemple, va reprendre sa place après un voyage supplémentaire que ces naufragés n'avaient pas prévu. Ma mère revient en France en 45-46, elle a donc 42-43 ans, et la réaction de ses amis, c'est de lui dire « tu as beaucoup de chance d'être vivante, surtout ne t'occupe pas des objets d'art ou des choses comme ça qui sont des objets de la vie courante. Tu as la chance, tu es vivante, estime-toi contente de cela. » Le temps de deuil est primordial, il est tout à fait important. On s'occupe tout d'abord de chercher les siens, on s'occupe de compter les morts, de faire le deuil avant de s'occuper des œuvres d'art. Adriana apprend progressivement ce qui s'est passé pendant la guerre et comment la succession de son père a été gérée. Donc elle comprend que tout a été vendu à l'hôtel Drouot, elle récupère les catalogues de vente, tout ça avec l'aide de Marcello qui est revenu à Paris lui aussi, mais chacun a ses préoccupations. Et puis à cette époque-là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les objets qui ont été retrouvés en Allemagne après le conflit. À la Libération, sur les quelques 100 000 œuvres pillées en France, près de 60 000 sont récupérées en Allemagne et remises aux autorités françaises. Environ 45 000 seront restituées à leurs propriétaires avant 1950. Si toutes ces œuvres ont pu retrouver leurs ayants droit, c'est grâce au travail courageux et confidentiel de Rose Valland, une attachée de conservation au musée du Jeu de Paume. Le musée est devenu pendant l'occupation la plaque tournante de l'entreprise nazie. Les Allemands y stockent des milliers d'œuvres, dérobées à des familles juives. Rose Valland se lance alors dans un inventaire clandestin des œuvres afin de garder une trace des propriétaires et des destinataires. C'est ce travail qui permettra plus tard la restitution d'un très grand nombre d'œuvres. Toutes n'ont pas cette chance, 15 000 restent orphelines. L'administration décide de vendre les moins précieuses, mais environ 2500 d'entre elles sont confiées à la garde des musées français en raison de leur qualité artistique. On les appelle les MNR, qui signifie Musées Nationaux Récupération. C'est le cas des tableaux de la collection Gentilly. L'État détient les œuvres provisoirement, mais il a pour devoir de les restituer à leurs propriétaires s'ils se manifestent et s'ils apportent les preuves du bien fondé de leur démarche. De 1950 à 1954, ces MNR sont exposés au public au Musée national du Château de Compiègne. Les propriétaires ou leurs descendants sont invités à se manifester. Puis, les tableaux sans famille prennent le chemin des musées français, en province comme à Paris. Adriana apprend, par quelqu'un qui a vu les tableaux et qui connaissait manifestement la collection de son père, que 3 des tableaux de son père sont exposés au Louvre. Le Tiepolo, le Moretta da Brescia et le Strozzi. Le Louvre exposait déjà les tableaux que l'armée américaine lui avait rendus. Et le Louvre devait en principe chercher les titulaires exacts, en anglais « the rightful owners ». Et le Louvre, évidemment, n'avait pas fait ça. Quand elle apprend que ces 3 tableaux sont exposés au Louvre, immédiatement, elle fait une réclamation. Mais on est déjà en 1950. Le Louvre regarde dans quelles conditions les œuvres ont été vendues, considère que cette vente est parfaitement légale et qu'il n'y a donc aucune raison de restituer les œuvres à Adriana. Et c'est un jour, elle me dit « Ces salauds du Louvre ont 3 tableaux à nous et ne veulent pas nous les rendre. » C'est en 1954 et c'est resté dans ma mémoire, dans ma tête pendant 40 ans.
Le mot salaud dans la bouche de ma mère, c'était très inhabituel, voilà. Pour elle, manifestement, ce qui est important, c'est d'avoir un souvenir de son père. Elle est partie alors qu'il venait de mourir, elle revient et ne trouve plus rien des souvenirs de son père, et soudainement, elle se rend compte que 3 tableaux sont accrochés au Louvre. Donc elle va tout faire pour essayer de récupérer ces tableaux. Les échanges vont durer pendant 15 ans, et Adriana, à un moment, se rend compte qu'elle aura beaucoup de mal à obtenir la restitution de ses œuvres, et elle a l'idée de proposer au Louvre de se faire prêter au moins l'une des œuvres jusqu'à son décès. Rose Valland va appuyer la demande de la petite fille, qui est totalement iconoclaste quand vous connaissez le monde de la conservation. Elle va l'écrire à sa direction en expliquant que ça permettrait de résoudre un contentieux, que ça permettrait de résoudre un cas qui pourrait faire école. J'ai l'honneur de vous adresser le compte-rendu de la visite à mon bureau de Madame Kramer-Bach, venue au nom de la famille Salem, Gentili di Giuseppe, réclamer les 3 tableaux récupérés en Allemagne. Ne pouvant obtenir la remise de ces tableaux, l'avocate fit alors valoir le côté sentimental de l'affaire, demandant à ce que l'une de ces toiles soit prêtée à Monsieur et Madame Salem leur vie durant. Je me suis engagée à vous transmettre cette requête pour le tableau de Tiepolo, Alexandre chez Appel, le moins important des 3. Quand on connaît Rose Valland, qui a passé sa vie, et qui a risqué sa vie, il faut bien le dire, pour ses œuvres, moi j'imagine bien que si Rose Valland transgresse à ce point l'habitus d'un conservateur pour proposer une pièce d'une collection déposée chez un particulier, c'est qu'elle sait qu'il y a un doute raisonnable sur l'acquisition de cette œuvre. Rose Valland doute, mais son administration refuse de la suivre. Pourquoi? Je pense de peur de créer un précédent, évidemment. J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai averti Madame Kramer-Bach de l'impossibilité de prêter à la famille Salem un des 3 tableaux attribués au Louvre le 21 décembre 1949. Cette demande paraît bien loin des précédentes exigences, et je crois vraiment qu'il y aurait intérêt pour le Louvre à mettre un terme à ces réclamations sans cesse renouvelées. Le prêt d'une œuvre aurait signifié être une forme de reconnaissance de cette propriété. Or, visiblement, comme le débat avait lieu à l'époque sur le fait de dire c'est une spoliation ou ça n'est pas une spoliation, il ne voulait pas modifier l'état du droit en prenant une décision ou un affichage qui aurait été effectivement clairement la démonstration que cette œuvre appartenait à Madame Gentili, ou en tous les cas avait un lien fort avec elle. Il faut dire que dans les années 50, ces dossiers de spoliation artistique et de récupération ont été fermés. Ils ont été fermés très tôt. On a voulu tourner la page de la guerre, et à partir de 1952-1953, il était quasiment impossible de récupérer quoi que ce soit. Ce que ces familles voulaient, ça n'était pas de l'avoir. Ce que ces familles voulaient, c'était la reconnaissance que c'était leur bien et qu'elles ont été victimes, ce qui est très différent. Elle aurait voulu pouvoir accrocher dans son appartement les œuvres de son père. Et même ça, ça lui sera refusé. Et elle mourra sans avoir récupéré les tableaux de son père. Dans les années 1990, la France commence à prendre conscience de sa responsabilité pendant la guerre. En 1995, le président Jacques Chirac reconnaît l'aide apportée par le régime de Vichy à la politique d'Hitler et admet la responsabilité de la France. Le monde de l'art aussi commence à regarder la réalité en face. Il y est contraint, en cette même année 1995, par la publication d'un livre, Le musée disparu d'Hector Feliciano. Ce journaliste portoricain y dévoile l'étendue du pillage accompli par les nazis. Mais surtout, il met en lumière l'inertie, l'hostilité même de l'administration française face aux rares demandes de restitution. Cette enquête agit comme un détonateur auprès de nombreuses familles juives. Un
un jour, ma sœur m'envoie un article du Monde où il parle du livre de Feliciano. Et c'est elle qui me dit « Tu devrais aller au Louvre ». Et j'y vais un samedi matin, mais à reculons, en me disant que je perds mon temps. Je vais donc au Louvre dans les tableaux italiens, parce que je savais que la collection de mon grand-père était les tableaux italiens. Et là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli avoir l'infarctus, parce qu'à côté de la Joconde, à 1,5 mètre de la Joconde, il y avait un des Tiepolo, et c'était marqué « Ancienne collection Gentilly, MNR numéro tant, MNR Musées Nationaux Récupération ». Je vois ce tableau, je vois 2 autres, ceux dont je connaissais l'existence, et je vois 5 autres tableaux. Il était évidemment surexcité et complètement ébloui par ce qu'il venait de voir. Et c'est à ce moment-là que les 5 tableaux sont repérés comme MNR et avec une provenance Gentilly. Je suis dans un état second. Je me précipite au téléphone pour appeler la famille pour leur raconter ça. Et c'est là qu'on décide de faire quelque chose. On a envoyé une lettre et il n'y a pas eu de réponse. Et après 3 mois, là, on a décidé de lancer les avocats, et en particulier Maître Hershkovitch. La position de l'administration n'a pas changé en 1997, lorsque je fais la demande. C'est exactement la même position que celle adoptée par le Louvre vis-à-vis d'Adriana dans les années 50. Il n'y a pas d'évolution. On dit qu'on est prêt à un accord, que si on fait moitié-moitié, on serait ravis et tout. Mais le Louvre dit jamais. Le Louvre prend les choses de très haut. La vente légale pour le Louvre, pour l'administration, met obstacle à la restitution. Et on est dans une zone où on ne se comprend plus. Si ce sont des MNR, ils n'appartiennent pas au Louvre. Ils sont sur un inventaire distinct et ils ne peuvent pas appartenir. C'est une détention précaire, il n'y a pas de propriété. D'un côté, il y a le Louvre, et de l'autre côté, une famille. Et on ne fait pas le poids à côté du Louvre. Quand le petit-fils se saisit de l'affaire, on est dans cette période un peu charnière de changement de contexte globalement. Il est en avance aussi peut-être un peu sur son contexte et il se retrouve face à des situations où il y a encore des résistances et des éléments à faire évoluer. Pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'aux années 90, les musées n'ont fait aucun effort pour enquêter sur ces œuvres. Je pense que dès 1950, il a une ambiguïté sur ce que doivent devenir les MNR. On dit qu'ils ont vocation à être rendus. La réalité là, avec la position propriété de l'État, montre bien qu'on a déjà préempté ces pièces artistiques avec l'idée de les faire rentrer, sans le dire, dans les collections. Si on regarde les textes fondateurs des MNR, il n'y a aucun doute sur la volonté objective de considérer que ces objets n'appartiennent pas à l'État et que le rôle de l'État est de les rendre à leurs propriétaires. Quand on a inventé les MNR, moi je pense que c'était avec l'arrière-pensée que ces pièces, un jour, resteraient dans les collections publiques. Et d'ailleurs, j'ai trouvé trace dans les archives de plusieurs projets de loi où on envisageait qu'au bout d'un certain temps, automatiquement, les MNR rentreraient dans les collections nationales. C'est un déni, si vous voulez. Je pense que parler d'une spoliation serait un terme inapproprié, historiquement, mais en revanche, évidemment, il y a eu pendant 50 ans un déni vis-à-vis de ces familles qui ont été victimes et dont on n'a pas voulu parler et dont on a extrêmement peu parlé. Et donc, pour moi, ce silence vient peut-être aussi d'une forme d'antisémitisme qu'on pensait disparu dans l'après-guerre et qui, malgré la construction européenne et malgré l'Europe et malgré toute notre générosité politique, visiblement n'avait pas entièrement disparu.
faut que je trouve un moyen judiciaire pour faire condamner le Louvre à nous restituer les œuvres. Et je comprends que le statut des Juifs en 1940 a permis au régime de Vichy d'appréhender les propriétés juives. Lorsqu'il y a rétablissement de la légalité républicaine, De Gaulle a forcément fait quelque chose pour que les Juifs qui sont revenus puissent reprendre possession de leurs propriétés. Donc je m'attache à cette période-là, entre novembre 1944 et mai 1945, et je tombe sur une ordonnance de restitution qui me paraît être le texte sur lequel je peux saisir le juge. Cette ordonnance du 21 avril 1945 met en place une présomption de spoliation, même dans le cas d'une vente d'apparence légale, dans la mesure où les propriétaires étaient sous le coup de ces persécutions. L'ordonnance n'a pas été abrogée, donc elle fait toujours partie du droit positif. Et je dis à la famille, voilà un texte, on va saisir le juge des référés et on va lui demander la restitution. On perd en première instance. Là, on est dans une bataille. On est dans une bataille pour honorer ma mère, le souvenir de ma mère. Et évidemment, je n'ai pas laissé tomber. Et en appel, là, on insiste beaucoup sur le fait que si les tableaux ne sont pas restituables à Adriana, à la famille Chantilly, à qui sont-ils restituables? Ils n'appartiennent pas au Louvre. Indiscutablement, ils ont été vendus à des Allemands, en tout cas pour l'un, on l'a retrouvé chez Göring. Est-ce qu'il faut le rendre à la fille de Göring? Pourquoi le Louvre s'arrogerait le droit de garder ce tableau? Soit ils le rendent à la fille de Göring, ils en prennent la responsabilité, soit ils le rendent au véritable propriétaire. Là, il y a eu les 3 juges ont sursauté comme ça. Et là, la Cour d'appel, reconnaissant que les conditions dans lesquelles l'administrateur provisoire est nommé sont certes légales, mais elles ne sont que la conséquence de l'absence des enfants qui ont dû fuir les persécutions nazies. Et donc ça rentre dans les définitions de la spoliation et condamne le Louvre à restituer les 5 tableaux. Le succès a été une grande victoire pour moi, bien sûr. Et pour Lionel aussi, pour la famille aussi. Quand tout d'un coup on les a reconnus et on a reconnu la demande de leur mère, je pense que ça a été très important pour eux. J'apprends un matin, en plein milieu de l'été, que le Louvre va nous restituer les tableaux. Ils sortent les tableaux de la fourgonnette. Ils les amènent au crédit municipal et nous font ouvrir pour vérifier que ce sont bien les bons tableaux. Là, il y a un conservateur du Louvre, de très très mauvaise humeur, qui ne se présente pas et qui ne prononce pas une parole. On ouvre, on les remercie, au revoir monsieur, au revoir madame, et puis voilà. Donc le Louvre a très mal réagi. Ma maman est décédée en 1976 et ça, le jugement était en 1999. Donc elle est décédée depuis 23 ans. Je ne sais pas comment elle aurait réagi si elle avait su qu'on avait gagné. Elle m'engueulait beaucoup, ma mère, donc elle m'aurait peut-être engueulé, qui sait, en disant qu'on avait été trop loin, que le pauvre Louvre, etc. Mais enfin, je pense pas. Ce n'est pas fini. Le combat continue. Aujourd'hui, quelques 2000 œuvres classées MNR sont toujours sous la garde des musées français. En mai 2016, le ministère de la Culture a affirmé une nouvelle fois vouloir conduire une politique active de recherche des ayants droit des œuvres spoliées à travers une identification plus concrète des MNR par un meilleur travail de recollement, c'est-à-dire d'identification et de signalisation au public. Ces derniers temps, seulement quelques œuvres étaient ainsi rendues chaque année. Espérons donc que ces nouveaux engagements de l'État rendront rapidement justice aux familles déjà largement frappées par l'histoire. D'ici là, ces pièces continueront à constituer une collection tristement particulière dans la longue liste des trésors volés.